Tu es l'un des pilotes français les plus titrés, finalement. Si on repense à ce petit garçon, né en Gironde, est-ce que tu aurais imaginé tout ça? Parce que, excuse-moi, mais tu pars de loin quand même. Hein. C'est vraiment une bonne question, ça, philosophique. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été enragé avec le Covid. Moi, quand ils ont voulu m'interdire de sortir parce qu'il y avait le Covid, remplir un papier de merde pour aller chercher ma baguette, j'étais hystérique. Tu l'as mal vécu, ça? Ah, j'étais hystérique. Je me suis pris la tête avec les flics parce que moi, je continue à faire du vélo le matin, au lever du jour, au mois de mars, autour du parc de Sceaux. Il aurait fallu qu'ils me mettent en prison pour m'empêcher de faire du vélo autour du parc de Sceaux. Je me suis pris la tête avec eux parce que je leur dis, mais regardez ma gueule, j'ai 80 balais. Si vous m'empêchez de faire du sport, c'est vous qui allez me tuer. C'est vous qui allez me tuer. C'est pas le Covid, c'est vous. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Première petite question, quel est ton plus vieux souvenir en rapport avec l'automobile? Mon plus vieux souvenir? Ouais. En rapport avec l'automobile ou mon arrivée dans l'automobile? Non, avec l'auto, carrément. Mon premier souvenir, c'est un très très mauvais souvenir. Ah bon? Quand il a fallu que je passe mon permis de conduire, parce qu'à l'époque, il fallait le passer le plus vite possible à 18 ans, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir, à peu près 3 ou 4 fois, je crois. Et c'est surtout quand l'inspecteur des mines, quand il a enfin accepté de me donner le permis, m'a regardé, l'air sérieux, et en me disant « Je vous le donne, mais très honnêtement, il faudra éviter de conduire. » D'accord. Ça a été mon premier souvenir. Il avait du nez, celui-là. Hein. Ouais. Alors, nous sommes à Bégard, ici, dans les Côtes-d'Armor, chez un agent Renault, Louis Le Garantezec, qui nous reçoit aujourd'hui. Comment tu l'as connu? Louis, à la fête de la locomotion, il y a 2 ans, en pleine Bretagne. Cette fête est une fête magnifique parce que ce sont des vrais passionnés, des vrais connaisseurs. Et il y a une ambiance bon enfant dans laquelle je me sens bien, quoi. J'aime bien les choses simples. Il y a aussi une autre raison. Hein. Pour moi, la Bretagne, c'est une terre inconnue. Hein. Je ne connais pas bien la Bretagne, pas du tout. Ah ouais. Mais culturellement, c'est une terre de vélo. C'est vrai. Et le vélo, c'est quelque chose qui compte pour moi. C'est ta première passion, finalement. C'est ma première passion. Ça a été mon sport mon sport important. Et c'est du vélo que j'ai basculé à l'auto, mais initialement, c'est le vélo. C'est ça. Alors, tu es né en 1942, pendant la guerre, à Senon. Oui, c'était il y a un petit moment. À Senon, en Gironde. Dans quel environnement familial tu nais? Tes parents faisaient quoi? Mes parents, mon père, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Je me suis bien rendu compte que j'avais eu un père, mais bon, je ne l'ai jamais vu. Comment ça se fait? Je ne sais pas. C'est après la guerre, il y a eu plein de choses sur Bordeaux. Hein. On m'a raconté tout et n'importe quoi sur mon père. C'est une famille qui est très, comment dirais-je, très succincte, la famille Darniche. Il y a 2 grandes parties. Il y en a une, c'est du côté de mon père Darniche, que je ne connais pas. Et de l'autre côté, c'est le sénateur, qui était sénateur et qui est maire d'un petit village. Et qui, un jour, quand il était sénateur, m'a demandé à ce qu'on déjeune ensemble pour m'expliquer qu'on était cousins. C'est drôle, hein, Philippe Darniche. D'accord. Et il m'a expliqué que j'étais né du mauvais côté de la famille. C'est-à-dire, lui, c'était du bon côté, des gens, entre guillemets... Des notables. Notables, bien. Puis moi, j'étais du côté des... Comment dirais-je? N'en parlons pas, quoi. Et ta mère faisait quoi, alors? Ma mère, je l'ai très peu connue parce qu'elle a tout de suite été très malade. Je ne l'ai quasiment pas connue. Et j'ai été élevé par ma grand-mère, qui était une dame formidable, périgourdine, une vraie périgourdine, qui savait faire la cuisine, qui m'a bien élevé. Elle m'a pas dit grand-chose, mais ce que je retiens de ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, quand tu vas voir des gens que tu ne connais pas, évidemment, quand tu les connais aussi, mais quand tu ne connais pas, tu les regardes dans les yeux, tu fais un sourire et tu dis bonjour quand tu arrives. Et quand tu repars, tu refais un sourire et tu dis au revoir. Si tu retiens simplement ces quelques petites choses, ça te changera la vie. Les gens auront un autre regard sur toi. Et c'est vrai. Oui, bien sûr, je comprends. Alors, tu as 6 ans quand tu arrives dans l'Essonne, à Corbeil-Essonnes, je crois d'ailleurs. Oui, Corbeil-Essonnes, oui. Donc, et puis, finalement, toi aussi, tu vas être malade, assez jeune. Oui, en fait, j'étais pas conscient d'être malade parce que je n'avais pas de symptômes. Mais je me suis retrouvé à l'hôpital Necker à l'âge de 10 ans et demi, 11 ans. Alors, en première analyse, j'étais très content parce que j'avais interdiction d'aller à l'école. Ouais. J'étais à l'hôpital.
j'avais mal nulle part, j'étais peinard, mais il paraît que j'avais un gros problème cardiaque. Et que je l'ai su bien après coup, que j'aurais dû, comme on dit, passer par la fenêtre. Il ne s'est rien passé, ils m'ont lâché au bout de 2 ans, mais avec interdiction de courir, de marcher, d'aller à l'école, enfin de vivre en gros. Hein. Ouais. Puis, 1 an et demi, 2 ans après, j'étais chez ma grand-mère dans l'Aisne, et je commençais à courir dans les bois, je sentais que ça allait bien, quoi. Enfin, j'étais une espèce d'électron libre dans les bois, un petit homme des bois. J'allais à la pêche, à la chasse, je vivais avec ma grand-mère. Et puis un jour, je dis à Mamé, je l'appelais Mamé, je lui dis, Mamé, tu penses que je suis malade? Elle me dit, mais non, t'es pas malade. Alors je lui dis, je vais faire du sport. Mais j'avais cette interdiction, pas de sport. Et j'ai réussi à avoir un petit copain dont le père était médecin. On n'est pas dans la même époque, hein. Il n'y avait pas le principe de précaution, il n'y avait pas tout ça. Hein. Et son père m'a fait un certificat médical, puisqu'il ne savait pas que j'avais été à l'hôpital. Il m'a fait un certificat médical pour m'autoriser à faire du sport. Je me suis lancé là-dedans, puisque je n'avais pas le droit d'aller à l'école, je n'étais pas allé à l'école. Donc à un moment, il faut faire quelque chose de sa vie. Et je me suis lancé dans le sport, mais à corps perdu. Hein. Judo, football, enfin tout. Et je me suis fixé sur le vélo. Ça commençait à bien marcher. Commençait championnat de France, enfin tout ça, ça marchait bien. Et il y a eu le service militaire qui a interrompu tout ça. Ça a été productif aussi, le service militaire, parce que je me suis rendu compte que, sans le savoir, j'avais quelques capacités quand même. C'était la guerre d'Algérie, il faut s'en rappeler. Bien sûr. Et on m'avait dit à l'époque, surtout quand on va faire les exercices de tir, il ne faut pas que tu montres si tu tires bien, tu vas être en première ligne là-haut, faut pas. Je suis quelqu'un d'entier, je n'aime pas tricher. Et je me suis retrouvé champion de France de tir au fusil à 200 mètres sans lunettes. À l'époque, je n'ai pas su pourquoi. Je l'ai su 60 ans après, parce qu'à l'époque, j'avais 20 dixièmes à chaque œil. Ah oui, d'accord. Donc pour voir les trous, je n'avais pas besoin de jumelles. Et j'ai appris par là même, puisque c'est les gens de la fédération qui m'ont dit que j'avais 20 dixièmes à chaque œil, qu'on était 2 en France, 3 avec mon petit-fils, mais 2 en France à avoir cette malformation visuelle, Sébastien Loeb et moi. D'accord. C'est pas un hasard. Alors, on l'a compris, du coup, les études, ça a été du vite fait, mais tu as quand même eu un CAP. Oui, ma grand-mère, à un moment, elle me dit faut quand même un peu être en conformité avec notre société. Donc, je me suis retrouvé dans un centre d'apprentissage à Melun pour apprendre le métier d'ajusteur. Mais en fait, c'était pour, même si je ne suis pas un champion de l'écriture, mais pour être un peu en conformité, quoi. Donc, j'ai eu mon CAP d'ajusteur et je me suis retrouvé dans une usine qui n'existe plus, que Bernard Tapie avait repris, c'était les balances Testu. C'est ça, je me souviens. Et j'ai appris quelque chose de fondamental, mais pour moi, c'était une idée fixe. Le matin, j'arrivais à 7 h, je repartais le soir à 18 h, et j'avais la pendule en face de moi. Je voyais toutes les minutes s'égrener. Et au plus profond de moi-même, je me disais, il faut que je me barre de là. Je ne pourrais pas faire ma vie dans un endroit où je regarde la pendule toutes les minutes. C'était insupportable, je ne pouvais pas. Et donc, j'ai réussi à trouver d'autres solutions. Je suis parti pour faire une école de vente, comme on dit, en commando, école de vente Olivetti. C'était des machines à calculer, à écrire. Je me souviens, oui, à écrire. À Pontcharrat, je suis parti 6 mois. Et puis, je me suis lancé dans la vente des machines. Et ça a une relation directe avec ma découverte du monde automobile. J'avais compris assez facilement que pour être performant dans le commerce, il fallait essayer d'éviter au maximum la concurrence. Et j'avais compris que les magasins dans lesquels on vendait, tous les autres vendaient des machines à calculer, à écrire, il y avait des gens qui étaient des commerçants mais sans magasin. Donc il fallait aller les trouver. Et ces gens faisaient les marchés. Et donc je me levais à 3-4 heures du matin, dans la Seine-et-Marne, j'allais à Chapelle-la-Reine, Nemours, etc. Et au moment où tous ces commerçants se réunissaient pour casser la croûte entre eux et puis attendre les clients, je me mettais, je faisais une démonstration à tous les commerçants qui étaient là, et je faisais des cartons, je vendais des machines et tout, c'était le bonheur, quoi. Et ça y allait. Et un jour, en allant sur un marché de Nemours, avec ma petite 4L, ma première voiture, je vois dans la pénombre, c'était vraiment des petits phares, enfin, et je vois une voiture arrêtée, le capot ouvert. D'un seul coup, je me rends compte que c'est une Austin Cooper. À l'époque, une Austin Cooper, ça me parlait, même si je n'étais pas dans le truc. Avec des phares, enfin je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet engin? Et je me rends compte tout de suite, une voiture de rallye. Je m'arrête,
On n'avait pas trop le temps de discuter. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes en panne. Ben, il me dit, j'habite à 10 km. Si vous pouvez m'amener chez moi à 10 km à Fontainebleau, ça m'arrange. Je l'amène. La semaine d'après, on avait échangé le téléphone. Il me téléphone et il me dit, on n'a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de vous remercier, mais ça m'a bien arrangé. Il y a une réunion de l'écurie avec laquelle je suis, l'écurie Napoléon à Fontainebleau. Viens prendre un pot. J'y vais le soir et là, je me retrouve les yeux ébouriffés devant l'hôtel Napoléon à Fontainebleau. Alpine, Porsche, Gordini, Austin Cooper. J'avais jamais vu ça de ma vie, autant de voitures comme ça, quoi. Donc je rentre dans un monde qui n'était pas le mien, évidemment. Et puis, je me retrouve avec des gens vachement sympathiques et on parle. Et puis, sur le coup de minuit, ils se lèvent, moi je dis au revoir. Ah, tu restes pas avec nous? Ben, pourquoi faire? Moi, je vais me coucher, je bosse demain. Non, non, on va faire des tests sur une route qui s'appelle les Hauteurs de la Seule à Fontainebleau. Donc, ils avaient fermé un morceau de route de 3 bornes. Et là, je me retrouve au milieu des furieux. Et des furieux. Je les vois et ça, enfin, j'étais pas habitué à ça, moi. Et puis Michel Loiseau, j'avais vraiment ça, mais tu veux pas essayer? Monte à côté, tu vas voir. Et là, je suis éberlué parce que je pensais pas qu'on puisse se servir d'une voiture de cette façon-là, avec des dérives, avec. Je suis mais subjugué. Je me dis mais. C'est une révélation? Une révélation. Et puis non seulement j'avais pas peur, mais je me dis mais ça me plaît quoi. Enfin, j'étais à côté. Pourtant j'étais vraiment le clampin moyen. Hein. Et je me dis, mais c'est pas possible ce truc. Puis il voit bien que je suis complètement captivé par ça. 15 jours après, il me dit, si tu veux, il y a un rallye, tu viens, c'est le rallye de Rouen. Je vais avec lui, je participe un peu à l'assistance. Et de fil en aiguille, je suis devenu son coéquipier occasionnel pour prendre les notes, son coéquipier attitré partant aux États-Unis. Il me dit, écoute, si tu veux, tu es mon coéquipier. Ah, moi, je ne savais même plus comment je m'appelais, quoi. Enfin, rentrer dans le monde de la course automobile. Donc, je rentre là-dedans. Et pendant 2-3 ans, je suis son coéquipier. Et je ne me rends pas compte que j'apprends tout à côté de lui. Le mimétisme, ça a une force pédagogique incroyable. Je suis à côté de lui, j'apprends tout, je ne me rends pas compte. Et je n'avais même pas la volonté d'apprendre. Parce que loin de moi, l'idée qu'un jour, je pourrais conduire, quoi. C'était hors de mon champ de compréhension, tout ça. Et puis, fort de tout ça, un jour, il me dit, il faudrait que tu fasses une course. Mais je lui dis, une course, j'ai pas de voiture, j'ai rien, mais je vais faire une course de quoi? Ben, il me dit, moi, je te mets tout à disposition, ma voiture. Je veux. Il y a un truc qui m'intrigue quand tu conduis. De temps en temps, tu conduis, ça m'intrigue. Et il m'inscrit avec un copain d'école au rallye du Touquet, avec une NSU. Et pour les gens, je rappelle que NSU, c'était fabriqué avant la guerre. Audi. Voilà, c'est ça. C'était des motos avec des chenilles, des machins pendant la guerre. De la marque Audi. C'est ça. Et ensuite, par association, ça va devenir Audi. Et donc, je me retrouve au départ. Et là, c'est la panique totale. Il y avait du brouillard, le rallye du Touquet, la pluie, tout ça. Et je sors de la route 10 fois, mais pas sur les épreuves spéciales. Donc, c'était sans conséquence pour le résultat. Et puis, on finit au petit matin et je suis démoralisé. Enfin, je sais que je suis une merde, mais ça m'est confirmé maintenant. Et on va se coucher. On était 5 ou 6 dans la même chambre, les potes pour l'assistance. Et à 5 heures de l'après-midi, ça tape à la porte. Il faut que tu viennes à la remise des prix, au casino. Le maire t'attend, le préfet, t'as gagné. Allez vous faire foutre. Je pensais que c'était une connerie, moi. Parce que... Et je ne veux pas y aller. Une demi-heure après, ça revient, tu peux pas faire ça, tu as gagné, il faut que tu viennes. Et je me retrouve habillé, pas comme pour aller à une remise des prix au casino, quoi, comme un guenilleux avec tous mes potes. Et on est sur le podium, on prend les enveloppes, on finit la remise des prix, je regarde dans les enveloppes, et c'était l'équivalent de 3 années de salaire, quoi. Parce que chez Tastu, je gagnais 300 francs par mois. Et là, on prend le tournis, parce que mon coéquipier, c'était le fils d'un gendarme. Moi, élevé par ma grand-mère, on n'était pas des flèches. Hein. Je me doute. On n'était pas d'une ambition folle, quoi. Et là, je me dis, mais il y a une erreur de chronométrage. Ils vont nous réclamer les chèques. On ne peut pas les remettre. Ils vont nous les réclamer. et la semaine d'après, mon copain Michel Loiseau, qui m'avait fait faire tout ça, me dit alors les chèques et tout. Ben, je lui dis j'ai pas remis. Il me dit mais vous êtes complètement abruti, il faut les remettre les chèques, quoi. J'avais gagné.
Je me suis dit, mais non. Eh bien, écoute, si tu veux, il y a le rallye Flandre-Hainaut dans 15 jours, on remet ça. Tu as la voiture, tu cours. On regagne le rallye Flandre-Hainaut. Incroyable. Et là, je lui dis, il y a un truc qui colle pas. Je ne sais même plus comment je m'appelle, moi. Hein. Et Robert Chapat, qui était le patron des sports de France 2, Jean-Michel Leliot, qui était le patron de TF1 des sports, me saute dessus. Il savait que j'étais dans le monde du vélo. Il me saute dessus. Reportage France 2, reportage TF1. La semaine d'après, j'ai une demi-page sur le Figaro, une demi-page sur l'Aurore à l'époque, le François. Et je suis pris dans un tourbillon. Je ne m'appartiens plus. Et d'un seul coup, il y a plein de gens qui s'agrègent à moi en me disant, la fin d'année, il y a les sélections de la Coupe Gordini, j'ai une Gordini, je ne m'en sers pas, tu vas aller faire les sélections. Un autre qui me dit, j'ai une Alpine, je m'en sers comme un clampin, je vais être à côté de toi, on va faire quelques rallyes, etc. Je me retrouve au milieu d'une espèce d'un élan spontané de gens qui ont envie de m'aider. On va faire les sélections de la Coupe Gordini. J'avais jamais vu un circuit de ma vie. Hein. Je me retrouve au Mans. Au Mans. Au milieu de furieux, parce que la Coupe Gordini, c'était quand même une bande de furieux. Bah, bien sûr. Et on regarde les résultats, on était, je sais pas, 600 ou 700. Je fais le 6e temps. Et là, mon pote me dit, tu vois que j'avais raison de te faire les sélections. Puis il me dit, je te la prête, il y a Pau en début d'année 68, tu vas faire Pau. Mais Pau, pour moi, ça ne disait rien. Pau, c'est le circuit en ville. Je me retrouve à Pau, entre les murs, les trottoirs et tout. Je panique, quoi. Je fais ce que je peux et je veux me rebarrer à Paris, parce que ce n'est pas mon truc. Et l'organisateur me prend au vol en me disant, mais tu pars où, là? J'avais la tente dans la voiture, enfin. Je repars à Paris, je lui dis, mais... Il me dit, mais t'as fait le 3e temps. T'as le 3e temps. T'es obligé de faire la course. Au plus mal, tu vas faire 3e. Et effectivement, je fais ma première course, je fais mon premier podium, 3e. Et je lui dis, mais franchement, j'ai trop peur, ça ne peut pas. Et il m'oblige à faire la course d'après. Je fais 2e. La 3e course, je gagne. Et je ne comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. Hein. Je me retrouve à La Châtre, quand je gagne là. Au dernier tour du chrono, il y en a un qui me sert dans les bottes de paille, je fais 4 tonneaux par l'avant. Oui. Ton premier accident? Ouais. C'était pas ma voiture. Ouais. Donc je suis affolé, quoi. Bien Je sûr. détruis la voiture de mon pote. Le lendemain, il se démerde. Il voulait que je fasse la course. Donc ils font venir un copain qu'il connaissait de Paris qui avait une Gordini sans rien lui dire. Hein. Le mec arrive et ils lui disent on va emprunter ta caisse. Hein. On a la mécanique, mais ta caisse, on va l'emprunter. Dans la nuit, ils démontent le moteur, la boîte. Ils mettent toute la mécanique de ma voiture cassée sur sa voiture à lui. Oui, oui, oui. Pour que j'ai une voiture en état. Le lendemain matin, je gagne. La première personne qui vient me féliciter, c'est un souvenir, François Sauvert, Waouh. qui me plante ses yeux bleus. C'était un garçon magnifique, avec un charisme incroyable. Il vient vers moi, on était toute la clique, il s'adresse à nous tous, il dit, votre pote là, qui vient de gagner, on va entendre parler de lui. Longtemps. Ah, François Sauvert qui me dit ça. c'est fou. C'est là, quoi. Enfin, et donc, on gagne la course et puis on finit l'année comme ça. Je gagne une manche de la finale à Albi. Je fais que 5 courses parce qu'ils pouvaient me la prêter que pour 5 courses sur 10 ou 12. Hein. On fait quand même 3e au classement général avec 5 courses. Hein. Podium à chaque fois. Hein. C'est fou. Et en fin d'année, je gagne une Gordini préparée. Ça fait que je peux rendre la voiture que j'avais cassée à mon pote, je lui rends. D'accord. Comme on dit, il y a des bons esprits, hein, quelque part. Je lui rends la voiture. Parallèlement à ça, l'agent Renault d'Étréchy qui voulait me prêter son Alpine, on fait quelques rallyes avec l'Alpine, on en gagne 4 ou 5 hein, quand même, avec une Alpine de série. Fort de ça, Jacques Chénis nous repère. Pour la ronde Sévenol, il nous appelle, il nous dit votre merde d'auto, là, si vous voulez la faire avancer, comme ça, hein, si vous voulez, je vous prête un moteur d'usine pour faire la ronde Sévenol. Parce qu'il voulait me tester, en fait. On fait la ronde Sévenol, je crois qu'on fait 4e ou 5e, peu importe, et tout. Test réussi. Il l'avait dans la tête. En fin d'année, en 68, après la dernière course de la Coupe Gordini, je signe un contrat avec NSU pour l'année 69. Les Cévennes, à l'époque, c'était
la finale du championnat de France. Il y avait tout le monde était engagé. Bien sûr. Chez Alpine, il y avait Jabouille, De Paillet, De Cortance, Piot, Terrier, Vinatier, Andreuet. Enfin, ils étaient tous engagés avec des Alpines d'usine. Et au petit matin, c'était toujours mon coéquipier et copain d'école, Bernard Demange. Au petit matin, j'étais pas comme maintenant, hein, avant. J'étais vraiment sauvage, hein, comme l'homme, hein, un peu autiste. Hein. C'est pour ça, mais il m'a jamais surpris parce que j'étais comme ça. Je voulais parler à personne et je les voyais tous regroupés, les journalistes autour. Et je dis à Alain, à Bernard, je lui dis qu'est-ce qu'ils nous veulent? Agréable. Ben, ils me disent on est premier. Alors tu leur dis qu'ils aillent se faire foutre. C'est pas drôle. Je pensais qu'ils déconnaient encore. Et puis effectivement, on était premier. Dans la dernière épreuve, je crève, je fais une connerie, enfin bref. Je crève lent, plutôt que de rouler crever, je change la roue, on perd du temps. Mais on fait quand même deuxième. Devant tout le monde, hein, quand même. C'est fou. Et au parc fermé, c'est des images qui restent, et c'est incroyable. Je me vois arriver Jean Redley, Jacques Chénis. Je ne sais pas si les gens les connaissent, ces deux garçons-là. D'abord, c'est deux beaux garçons. Grands, magnifiques, charisme, intelligents. Ils se mettent chacun de mon côté. Moi, je suis haut comme ça. Hein. Ils se mettent chacun de mon côté. Ils me regardent dans les yeux. Ils me disent « Tu nous as fait passer une nuit de merde avec ton saucisson de voiture. Tu vas signer 3 ans chez nous parce que les nuits que tu viens nous... C'est terminé. Tu seras chez nous, au moins, on t'aura la main. » Et c'est comme ça que je suis rentré chez Alpine. Alors les courses vont s'enchaîner. Ça va s'enchaîner. Alors, je n'avais pas de programme. Il ne m'avait pas pris en traître. Il m'a dit, on te prend 3 ans, on n'a pas de programme, il faudra que tu sois un peu patient. Donc la première année 70, j'ai un programme très très léger, quelques rallyes avec des petits moteurs, etc. Et en fin d'année, Chénis me dit, pour le Tour de Corse, je vais te donner la même voiture que les autres. Donc la même voiture qu'Andreuet, Terrier, Nicolas, enfin tout le monde. Et on attaque le Tour de Corse. Première épreuve, temps scratch. Deuxième épreuve, temps scratch. Troisième épreuve, temps scratch. Quatrième épreuve, temps scratch. Et on arrive à une assistance volante où Jacques Chénis nous avait dit, surtout, c'est pour faire de la liaison, hein, vous allez certainement user plus de pneus que prévu à l'arrière. Il y aura un pneu pour chacun dans la voiture volante. Vous prenez votre roue de secours, mais vous prenez une seule roue à l'assistance. Moi, j'arrive, le mécanicien me regarde, il me dit... j'ai plus de roues parce qu'Andreuet, il en a pris 2. Wow. J'ai dit, putain, c'est la fin du monde, quoi, parce que je vois que je vais perdre. Je suis devant, mais Jean Vinatier arrive derrière moi. Il comprend la scène tout de suite. Et il me dit, Bernard, tu prends ma roue et tu continues. Wow. Il me donne sa roue, je continue. Et là, j'ai un peu les boules. Ah ben je me doute, ouais. Et Bernard Demange me dit, parce que l'intelligence aurait été qu'on lève un peu le pied, on était devant, loin devant. Mais c'est pas toi, ça. Et Bernard me dit, il a voulu nous faire un coup d'enfoiré. On va lui marcher sur la tête jusqu'à temps qu'il se noie, celui-là. Et on a fait les 10 temps scratch derrière. Donc on gagne le rallye. Mais pour aller jusqu'au bout moi j'arrivais dans ce monde, je ne pensais pas que les gens étaient comme ça, quoi. Monsieur Jean-Claude Andreuet dit à Jacques Chénis, il avait une meilleure voiture que moi. C'est pas possible. Donc j'exige qu'on fasse des essais sur ma voiture. Il va conduire ma voiture et on va faire des tests sur une route fermée. On fait trois tests, je l'aligne 3 fois. Et il dit à Jacques Chénis, oui, mais c'est normal, moi j'ai fait le championnat de France, lui il a presque pas couru cette année, il n'était pas fatigué. Ça laisse entendre les relations un peu tendues que nous avions après avec Jean-Claude. Au demeurant, Jean-Claude, je le reconnais comme un immense pilote. Immense pilote. Sur le plan humain, je serais moins dithyrambique. C'est un compétiteur, quoi. Voilà. Beaucoup moins dithyrambique, vraiment. Mais bon, peu importe. J'avais fait mon arrivée chez Alpine. L'année d'après, on fait la Coupe des Alpes, qui était une épreuve infernale. Hein. Ça a duré 8 jours, 6000 km, je ne me rappelle plus. C'était un truc de fou. Donc, on était parti pour essayer de finir et d'apprendre, parce qu'on arrivait, on voulait apprendre. Puis il s'avère qu'on gagne. D'une façon inattendue, mais on gagne quand même. Donc, ça confortait ma place chez Alpine. Je commençais à respirer en me disant peut-être qu'on va faire un bout de chemin dans ce monde merveilleux, dans ce monde de privilèges, quoi. Parce que quand on est ajusteur dans une usine, qu'on se retrouve à l'hôtel de Paris à Monte-Carlo,
on comprend assez vite que c'est par là qu'il faut que ça continue. Il faut que ça quoi. continue, il ne faut pas que ça s'arrête. Ouais. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ben, ensuite, je suis chez Alpine, je suis entre guillemets titularisé, je fais beaucoup d'essais, de nouvelles suspensions, en Corse, je casse, enfin. Les résultats, je gagne pas mal de courses, mais pas, j'en ai plus perdu que gagné, hein, parce que j'étais un peu dédié aux essais. Hein. Même sur mes mulets, j'avais des moteurs injection, enfin j'étais un peu dédié aux essais. J'étais déjà un peu, comment dirais-je, j'avais sauté le pas. Il y avait la structure Alpine qui était une structure conventionnelle avec M. Mignotet qui était le motoriste. Et moi j'étais déjà chez Gordini, à Viry-Châtillon, avec les ingénieurs motoristes novateurs, innovants, avec des injections, etc. J'étais déjà un peu parti par là-bas, moi. Donc ça, c'était pas bien vu par tout le monde quand même. Hein. Mais peu importe, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses aussi. Et donc je me suis retrouvé dans cette maison et je suis bien embêté de le dire puisque je suis chez Renault. C'est ma famille. La Coupe Gordini, je dois tout à Renault. Parce qu'il ne faut même pas oublier que Renault, ça a été certainement le constructeur qui a mis le pied à l'étrier de la plupart des grands champions français. Hein. Bien sûr. Ça se dit comme ça, parce que c'est la vérité. Bien sûr. Mais en même temps, quand Renault est arrivé chez Alpine, maison familiale, avec un fonctionnement familial, j'ai vu arriver des polytechniciens, j'ai rien contre les polytechniciens, mais compliqué le dialogue. Hein. Compliqué le dialogue. Et là, assez rapidement, je me suis dit, j'avais été contacté par Fiat Turin. Assez rapidement, je me suis dit, je crois qu'il faut que je change d'air parce que je ne sentais pas le coup arriver. Alpine et Renault, j'avais un pressentiment, je me dis, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Et j'ai eu raison, ça n'a pas marché. Et donc, je suis parti chez Turin et je suis parti, voilà, je suis parti ailleurs, quoi. À Turin, j'avais un peu la même définition. Il m'avait pris pour faire l'évolution de la Fiat X9. Oui, parce que je suis un peu particulier dans le monde des rallyes. Je ne suis pas un pilote à droit. Et j'ai mis... Qu'est-ce que tu n'appelles ne pas être un pilote à droit? Je suis le contraire de Ragnotti, le contraire de Terrier, le contraire de Vatanen, qui sont des pilotes instinctifs d'une adresse folle, d'un talent fou. Je ne suis pas comme ça, moi. Comme je suis conscient de ma maladresse au volant d'une voiture, instinctivement, je me suis mis à conduire d'une façon académique, sans fantaisie, sans fioriture. Mais il s'avère que c'est efficace, que c'est hyper efficace, parce que d'abord, c'est très économe pour les voitures, pour les pneus, c'est très économe pour tout. Et finalement, je ne savais pas faire autrement, mais je m'y suis mis comme ça. Mais les ingénieurs de Turin l'avaient bien remarqué, ma façon de conduire très différente des rallyman. Moi, je ne suis jamais en travers. Hein. Quand je suis en travers, c'est que je me suis loupé. Hein. Et ce n'est pas volontaire. Hein. Je me défends quand je suis en travers, mais j'attaque pas en travers. Et donc à Turin, il m'avait demandé de faire le développement de la Fiat X9. Chose qui a formidablement bien marché pendant 6 mois. On a gagné 5 ou 6 courses avec la voiture d'entrée de but en blanc. Hein. Mais on avait tellement bien travaillé que M. Fiorio, je pense, a tout de suite compris qu'elle serait plus rapide que la Stratos. Et ça a été ma fin, quoi. Ouais. Il m'a fait supprimer la voiture au mois de juillet, alors que j'avais un contrat jusqu'à la fin de l'année. Donc j'étais pilote Fiat et je n'avais plus de programme. Mois de juillet. Mont Blanc, je ne prends pas le départ, je n'ai pas de voiture. J'appelle Bernard Spindler, je lui dis c'est une catastrophe. Fiat me font un coup dans le dos. Je ne sais pas si c'est Fiat, je ne comprenais pas sur le moment. J'ai pas de programme. Et je lui dis il y a le Tour de France au mois de septembre, il faut qu'on montre qu'on est là quand même. Hein. Ben, il me dit écoute, il y a Bob Néret qui a une Stratos. Puisque je n'avais pas le droit de courir avec une autre marque, bien sûr. Que groupe Fiat ou Lancia. Que le groupe Fiat, oui. Donc Bernard Spindler, qui était le patron des sports de RMC, un homme fabuleux, intelligent, enfin bref. Il me dit, écoute, je vais voir si on ne peut pas la louer à Bob Néret. Bob Néret dit, ok, on trouve des sponsors, on va voir Chardonnay qui nous file un coup de main financièrement, et on engage la voiture au Tour de France en 1975. Le départ, c'était de Nice. Et je me rends compte tout de suite que ce n'est pas une auto performante, quoi. C'est plus une auto de série et déguisée en voiture de course. On a un petit moteur, des petits freins. Enfin, je me rends compte que ça ne va pas le faire, quoi. Sauf que la réussite, elle est là.
déluge. Mais déluge. Turini, Col de Brosse, le déluge dans l'arrière-pays niçois, c'est un truc de fou. Hein. Oui, bien sûr. Et je dis à Alain, je lui dis, écoute, on ne fait pas la course, on va essayer de rester sur la route. Et au petit matin, on verra. Et au petit matin, on est premier parce qu'ils sont tous sortis. les stratos officiels dehors, enfin, on se retrouve premier. Et tant bien que mal, on se traîne jusqu'à l'arrivée, je crois que c'était Biarritz, et on gagne notre premier Tour de France comme ça. Voilà. Bernard Darniche, associé à Alain Mahé, a remporté sa 2e victoire dans le Tour de Corse. C'est avec une voiture privée qu'il a triomphé. On peut souhaiter aux vainqueurs du Tour de France et du Tour de Corse de bénéficier d'une voiture d'usine, que ce soit chez Lancia, Alpine ou bien ailleurs. Incroyable. Alors les courses vont s'enchaîner. Moi j'ai un souvenir particulier, c'était lors de ta victoire du 47e rallye de Monte-Carlo, disputé en 79, où tu étais à la bagarre avec le Suédois, là. Ah oui, je me rappelle. C'était tout et son contraire, quoi. Donc la première partie du rallye, je serais incapable de dire pourquoi ça ne marchait pas, parce que j'étais loin, hein, j'étais à plus de 6 minutes, on devait être, je sais pas, 6, 7e, j'en sais rien, peu importe, mais à plus de 6 minutes du premier, hein, de Val-de-Garde. Et lors de la dernière nuit, la journée on dort, et dans la journée évidemment je ne pouvais pas dormir. On savait qu'on repartait le soir à Monaco. Avec Alain, on prenait toujours une chambre avec porte communicante. Et puis je ne dormais pas, et puis je vais le voir, je lui dis Alain, j'ai fait mes calculs, il faut que je te donne ce que je ressens. Et là il me regarde, il me dit ça sent mauvais. Il me dit en général, quand tu réfléchis comme ça le fait pas. Il me dit qu'est-ce que tu as inventé encore? Je lui dis écoute, on est grotesque, on est ridicule, on n'a pas fait un temps scratch, on est 6e, c'est pas possible. Il faut au moins qu'on fasse un temps scratch la dernière nuit, qu'on parte la tête haute, voilà. Mais il me dit mais comment tu veux faire? Je lui dis écoute, j'ai la constitution des épreuves avec les plaques de glace. Il y a de la glace en haut des chronos, il y a de la glace de temps en temps, il y a à peu près 15% de plaques de glace. Et je lui dis, si on prend la théorie pure, si on part sans clous avec des racings, si on passe la ligne d'arrivée, on est obligé de faire temps scratch. Parce qu'il y a tant de différence entre des pneus à clous sur le sec et c'était 10 secondes au kilomètre. Hein. Oui, bien sûr. Racing sur le sec et clous sur le sec, c'est 10 secondes au kilomètre, c'est énorme. Et je lui dis, théoriquement, si on passe la ligne d'arrivée, on gagne. Il me regarde et il me dit, mais on ne passera pas la ligne d'arrivée. On sera dehors avant. Optimiste. Et je lui dis, mais c'est notre seule façon de sortir la tête haute. On peut au moins prendre le risque sur une épreuve. Oui. Il dit, oui, mais il me dit, mais tu sais qu'il y a des trous, il y a des arbres, il y a des rochers en Turini, il y a des grands trous. Je lui dis, écoute Alain, putain, il faut qu'on le tente. Putain, c'est notre devoir. On ne peut pas laisser notre équipe comme ça, la tête basse, parce que personne n'est fier quand ça ne marche pas. Hein. Bien sûr. On n'est pas tout seul. Hein. Et donc il me dit, oh, ok, on fait la première avec des pneus racing. On part. Je pars pendant 10 bornes sur le sec et tout, Jean Doublin. Le bonheur. Et putain, j'arrive dans le haut du Turini, 2 bornes avant le sommet. Et là, je vois que j'ai du mal à monter, que j'arrive pas à monter. Hein. Je mets les roues dans le bas-côté, la gravette et tout. Les spectateurs, ils courent à côté de moi. Oui, c'est ça. Tellement j'étais au ralenti. J'arrivais pas à monter. Et l'angoisse, c'était que ça s'arrête et que je ne puisse pas monter. On bascule en haut du Turini, et là, la descente. Pire que la montée. Parce que la caisse, comme en luge. Je me freinais dans les rochers, hein, parce que je ne pouvais pas m'arrêter. On sort de ce truc-là, de ces 4 bornes, et je recommence à envoyer comme un malade, en me disant, j'ai perdu de temps, je vais tout rattraper sur le sec. On fait le temps scratch. On arrive à l'assistance, je vois les pneus clous, ils me montent les pneus clous, et je dis à Alain, putain, on va faire un 2e essai quand même. Hein. Les mécanos chardonnay, tout ça, il me dit, mais non, vous allez la casser la voiture. Hein. Alors, je lui dis encore un coup. Il remonte les racings, je fais le temps scratch.
et ainsi de suite. Et arrivé à la 9e épreuve, donc il y en avait 10, à la 9e épreuve, on était encore à 15 secondes on reprenait des wagons de secondes. Hein. Non, mais je fais ce que je peux, j'attaque au maximum, et puis à l'arrivée, on fera les comptes, et puis on verra bien. Si toutefois je suis à l'arrivée, on verra bien où on en est. Hein. On était à peu près encore à 15 ou 16 secondes de Val-de-Garde, et je me dis, tout ça c'est dans ma tronche, hein, j'en parle pas à Alain, je me dis, Val-de-Garde, il est en train de perdre le rallye, il n'a pas d'autre choix que de monter des pneus sans clous, des racing. Autrement, il perd le rallye. Et donc, nous, par contre, moi, je ne veux pas le perdre, je vais monter des clous. Alain, il me dit, mais t'es barge. Hein. Franchement, il me dit, t'es barge. Je lui dis, mais non, tu vas voir, je te dis, il va faire ça. Val-de-Garde vient au départ, il regarde mes pneus, il me serre la main, il me dit, t'as gagné. Parce que lui, en mettant des racing pour la première fois, sans le feeling, je savais qu'il n'aurait pas le feeling pour les utiliser au maximum. Alors que des clous sur le sec, il n'y a pas besoin de feeling. Hein. On y va, on fait ce qu'on peut. Ouais. Et on gagne pour 6 secondes, un truc comme ça. Et Val-de-Garde, à l'arrivée, il me dit compliqué avec toi. Hein. A-t-elle allé chercher cette victoire-là? Ah ouais. Ouais. En fait, j'étais tellement dans mon truc que je me suis rendu compte de rien, quoi. J'en ai même pas profité. Je voulais rester sur la route parce que quand on est un pilote un tout petit peu sensé, on a un mec à côté. Hein. Je ne voulais pas lui faire de mal. Hein, Bien sûr. parce qu'il y a ça qui compte aussi quand même. Hein, parce que je ne sais pas si les gens connaissent la descente de la Couilleule, le Turini, c'est vertigineux, quoi. Si on saute au trou, c'est 200 mètres plus bas. C'est hein, extrêmement dangereux. Ouais. je ne voulais pas... Donc, j'ai été tellement content de gagner cette course et en même temps, c'est très confus tout ça, je ne me rends pas bien compte. En même temps, je me suis dit quand même, quand tu as le dos au mur, puisque j'avais cette réputation quand même, j'ai jamais eu une très bonne réputation. J'étais celui qui gagnait parce que les autres avaient de la malchance, que moi j'avais beaucoup de chance. Comment tu l'expliques, ça? Parce que Enfin, comment tu expliques que les gens disaient ça de toi? parce que j'avais une façon de courir. Alors, il y avait un deal avec M. Chardonnay. Parce que c'est nous qui l'avons obligé à monter une équipe, Lancia France. On a gagné donc avec la Rouge le Tour de France, le Tour de Corse, le Rallye du Var. Bernard Spender, on l'a obligé à créer. Il ne voulait pas créer une équipe Lancia France. C'est beaucoup d'argent. Hein. Bien sûr. Il ne voulait pas. On a réussi à le convaincre avec un deal très précis. Pour 1976, OK, je vous finance l'année 76 avec une voiture, pas de sortie de route et au moins 5 ou 6 victoires. La pression, comme on dit. Hein. Bien sûr. On en a gagné 8 ou 10, pas sorti de la route. C'est l'année où on a fait cadeau de la victoire à Munari en Corse. Et d'année en année, c'était le deal qui se renouvelait. Mais j'étais toujours cette épée de Damoclès sur la tête, quoi. Je n'avais pas le droit de faire de conneries. Donc c'était en même temps beaucoup de victoires, un palmarès qui se construisait, mais en même temps une torture, quoi. C'est Une compliqué. pression. Une pression pas possible, j'en pouvais plus. Donc ça s'est fait d'année en année comme ça, mais on ne peut pas dire que... Donc derrière tout ça, ça m'obligeait à conduire d'une façon très différente des autres. J'étais obligé d'être à l'économie. Essayer de casser le moins de matériel possible, évidemment. Interdiction de sortir de la route. Mais surtout d'être à l'économie. Donc je m'étais mis dans l'idée, ne sois pas au départ pour gagner, sois là pour faire finir la voiture. Et finalement, je me suis rendu compte avec cette façon de courir, et une voiture performance, et j'avais quand même un rythme qui me permettait d'être toujours dans les 2 ou 3, hein, quand même. Je n'étais pas derrière. Hein. Mais ça me permettait, si nécessaire, d'en rajouter derrière et de gagner. En étant à l'économie, finalement, ça laissait entendre que j'avais de la chance, mais en fait, c'est parce que je gérais mieux les courses que les autres. Oui, parce qu'en vérité, entre nous, Bernard, t'allais chercher la gagne quand même. Oui, mais d'une façon très différente. Je comprends. En fait, si on prend les Tours de Corse avec les Fiat 131, c'est très imagé. Donc en 76, je laisse gagner Munari, et en 77, pour pas que j'emmerde les stratos officiels, M. Fiorio a l'idée de me filer une Fiat, que j'avais jamais conduit de ma vie, hein, pour la Corse. Petit handicap, hein, quand même. Hein. Ben, bien sûr. Mais je me dis,
après tout, continuant à être dans ma logique. Je dis, cette voiture, elle n'est pas performante pour gagner la Corse. Je dis à mon ingénieur que j'avais chez Fiat, Giorgio Pianta, qui était un homme merveilleux, je lui dis, Giorgio, il faut qu'on parte travailler sur la voiture. Je ne veux pas une voiture performante, je veux une voiture qui me permette d'être à l'arrivée et avec le moins d'efforts possible. Il me dit, oui, mais attends, on va dégrader l'efficacité. Je lui dis, je m'en fous, je veux être à l'arrivée. On a fait ça, on a dégradé la voiture, elle était beaucoup moins physique à conduire, et au bout du bout, j'ai gagné, parce que les autres, ils étaient explosés de fatigue, enfin bref, et devant les Stratos, hein. Même devant la Stratos. L'année d'après, Fiorio refait pareil, et on regagne encore avec la Fiat. En fait, tout ça pour te dire que j'étais dans une logique, comment dirais-je, sans panache. Le panache ne m'intéresse pas, moi. Pour moi, c'est la victoire. Parce que les quelques conneries que j'avais fait chez Alpine, j'avais vu dans les yeux des mécaniciens, des ingénieurs, mais tellement de, comment dirais-je, de malheur. Tu vois, quand tu casses la voiture, les mécaniciens, il ne faut pas oublier que tu as une équipe derrière toi, et la seule chose qu'ils veulent voir, c'est voir la voiture à l'arrivée. Si les pilotes ne comprennent pas ça, ils ne comprennent rien à l'esprit d'une équipe de course. Et moi, je m'étais mis dans cette logique-là, et en fait, sans me rendre compte, je me suis mis dans une bonne logique pour les résultats. Mais finalement... C'est pas de l'intelligence. Hein. Non, mais je comprends, mais justement, j'allais dire... C'est de la survie. Ah ouais, je comprends. Mais est-ce que finalement, ça ne vient pas du fait que je t'ai souvent entendu dire que tu n'étais pas passionné, mais que c'était ton métier? Pas passionné du tout. Hein. C'est ça, voilà. Et tout. c'est peut-être le fait que... J'étais passionné de faire bien mon métier. C'est ça, voilà. Et c'est peut-être pour ça... C'est très différent. Je suis passionné pas passionné de bonbons. Hein. Pour moi, une voiture, la qualité pour moi d'une voiture au quotidien, c'est pouvoir mettre mon vélo dans le coffre. Ça s'arrête là, quoi. Ouais, bien sûr. Je suis pas passionné. Et je dis pas ça pour être choquant. Je dis parce que je suis transparent, quoi. Je le dis parce que je le pense, quoi. Aujourd'hui, la seule voiture... J'avais une Alpine l'année dernière. Je ne m'en servais pas, on va la vendre. Et j'ai une Mini cabriolet dans le Var, qui est la voiture de ma femme. J'ai même pas de voiture à moi. Hein. Parce que j'en ai pas besoin, quoi, en gros. Et pourtant, tu as conduit, tu as piloté des voitures mythiques. Alors, incroyable. Les Alpines, bien sûr, la Lancia Stratos. Je me souviens de la Datsun sur le Dakar. Ah oui, mais alors le Dakar, j'ai toujours fait pour faire plaisir à des copains. Avec Daniel Balavoine, avec Sardou. En fait, je l'ai fait qu'une seule année avec une arrière-pensée très précise. Emmerder les Porsche. Et j'avais dit à mon patron, Roland Gumper, en Allemagne, on va quand même pas laisser les Porsche se balader toutes seules. Hein. Et on va faire une auto. Et c'est drôle, tu vois. Et je dis, on va faire une Audi. Et moi, je donne le cahier des charges. Je dis, moi, je veux entre 450 et 700 chevaux. Mais un ingénieur, quand il traduit ça, ça se traduit aussi en consommation. J'avais pas fait le rapprochement. Et je me retrouve au départ avec une caisse et des réservoirs de 600 litres autour de moi. Ah oui, bien sûr. Réservoir souple. J'avais une bombe volante. C'est ça, le truc qui rassure, quoi. Un truc de fou, quoi. Enfin, je me dis, mais t'es barge, quoi. Enfin, et on fait le Dakar, on gagne le prologue, et tant qu'on a roulé jusque dans le désert, on était devant les Porsche, hein, sans problème. Parce qu'avec la molette, j'en mettais un coup, je prenais 200 chevaux en plus. Ouais, c'est ça. C'était un truc de fou. Hein. Elle marchait, cette voiture. Alors, ta plus grande frayeur en Alpine? C'était plein de frayeurs parce que là, je me suis retrouvé devant mes incapacités d'adresse. Voilà. Parce que je me suis retrouvé chez Alpine avec des funambules, avec Terrier, avec Nicolas, avec Androuet, qui avaient beaucoup plus de métier que moi, qui étaient là depuis un moment. Et quand je me retrouvais au Monte-Carlo dans les rails de glace, j'étais à côté de la plaque. Hein. Je ne m'en sortais pas. Il a fallu du temps pour que il a fallu que je monte à côté de Jean-Pierre Nicolas, à côté de lui, pour qu'il m'explique comment dans les rails de glace. Parce que j'étais mal, quoi. Enfin, je m'en sortais pas. J'étais pas dernier, hein. Ouais, bien sûr. Mais j'étais pas à leur niveau. J'étais pas loin de leur niveau sur le glissant. Sur l'asphalte, j'ai tout de suite été ultra performant. Aucun problème. Parce que je pouvais appliquer ma conduite sobre. Mais dans la glace, j'y arrivais pas du tout. Et
je me sentais vraiment en perdition. J'étais mal, hein. Je me sentais en perdition. C'est là où ça m'arrivait en pleine gueule. T'as pas le métier, quoi. T'es à côté de la plaque. Quand on est honnête avec soi-même et qu'on se prend ça dans la tronche. Ta plus grande frayeur en Lancia Stratos? Je suis désolé, je vais être obligé d'en reparler. La seule frayeur que j'ai, on a failli mourir, hein, quand même. Hein. Un rallye en Espagne, je ne sais pas quel rallye, on était premier. On était arrêté au contrôle stop après l'arrivée d'une épreuve, au contrôle stop. Et on entend une voiture arriver, on n'a pas le temps de réagir. On était encore dans notre auto, heureusement. Et on se prend Andreué dans le cul qui nous propulse à 20 mètres. Détruit la voiture. Et là, c'est la fin du monde, hein, quand on se prend un truc comme ça dans le cul. Et j'ai en mémoire l'autre qui sort en gesticulant « Qu'est-ce que vous foutiez au milieu de la route ?» Et Biche qui hurlait « Mais ça fait 3 kilomètres que je te dis que l'arrivée de l'épreuve, c'est fini, qu'il faut que tu lèves le pied et tout. » C'était une situation, mais ubuesque, quoi. Et nous, on était abasourdis, on ne savait pas ce qui se passait. Biche avait deux vertèbres pétées, quand même. Hein. Oh, ah ouais. 2 vertèbres pétées. C'est la seule fois où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Et la voiture détruite. Hein. On se trouve dans des situations, quand même, quelquefois, où on se dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Autrement, je me suis pas fait trop de frayeur en voiture. Parce que, comme je n'étais pas passionné d'automobile, j'étais toujours dans une certaine réserve. Il y a une voiture que tu as préféré piloter plus qu'une autre? Il y en a une qui a une place à part dans ton cœur? Ah bah oui. Paradoxalement, c'est celle avec laquelle j'ai eu le moins de résultats parce que je n'ai pas eu le temps de la travailler jusqu'au bout du bout. Sur les 24 heures du Mans, j'étais engagé par BMW avec Hugues de Chaunac et puis avec la BMW M1. Et dans la nuit, sous la pluie, dans le brouillard, sur la ligne droite, je me dis, mais putain, cette voiture sur la route, mais c'est une machine à gagner, quoi. Sur la flotte et tout, ça, magnifique, précise et tout. Et je dis à Hugues de Chaunac, et l'année prochaine, on en met une sur la route. Hein. Banco, BM, on en met une sur la route. Et je me rends compte qu'elle est ultra performante. Puis alors, pour moi, pilote plus de circuit qu'autre chose, précis, point de braquage, freinage, vraiment équilibré, magnifique. Sauf qu'une voiture de circuit, en rallye, elle souffre. Il fallait la fiabiliser, les suspensions, les transmissions. Il fallait 2 ans pour la rendre au point. Donc à chaque fois qu'on passait une ligne d'arrivée, on faisait le temps scratch, mais loin devant tout le monde, hein, il était intouchable. Mais on finissait pas une course. Et paradoxalement, c'est cette voiture qui me laisse le plus d'impression par rapport à ma définition de pilote, quoi. Enfin, pour moi, une auto, il faut qu'elle soit précise, mais d'une façon incroyable. Quand je braque, il faut que ce soit braqué dans le millième de seconde. La plupart des voitures de rallye, c'est pas ça. Hein. Ouais. Tu braques et puis tu attends que ça vienne. Hein. Pas là. Là, c'était tout magnifique. Et bon, c'est une voiture qui... En fait, c'est moi qui ai interrompu le truc parce que je me suis chopé une hernie discale. J'ai été opéré, d'urgence d'ailleurs, une patte paralysée. Et c'est Bernard Béguin qui a pris la suite. Mais moi, ma voiture préférée, je n'ai pas été jusqu'au bout. Et la F1 dans tout ça, est-ce qu'à un moment donné, ça a été envisagé dans ta carrière? Pas du tout. Le circuit, oui, puisque j'ai fait les Alpine A440, c'est les barquettes. Ouais. J'ai couru avec ça. Mais je serais quelqu'un de très factuel. Moi, je ne veux pas quitter la proie pour l'ombre. Je gagnais bien ma vie. J'étais dans une vie de privilège. Ça marchait bien. Je gagnais des courses. Ça m'interdisait de rêver autrement, quoi. Parce que quelquefois, quand on veut tout, on perd tout. Hein. C'était pas mon truc. Puis j'ai trop vu de pilotes comme des pilotes brillantissimes comme Danny Snowbeck et d'autres vouloir aller sur le circuit, in fine être pilote de F1 puis tout perdre. Il y a un regret dans le sport automobile, quelque chose que tu aurais voulu faire que tu n'as pas réussi pour une raison ou pour une autre. Est-ce que tu as des regrets ou J'ai pas de regrets, mais ça revient encore à la Corse. La Corse, elle m'a tout donné. Et elle m'a tout repris. J'avais gagné 6 fois le Tour de Corse. Et Audi m'a contacté, Roland Gumper, en me disant mes pilotes, j'arrive pas à travailler avec les ingénieurs, on n'arrive pas à faire marcher cette voiture sur l'asphalte. C'est vrai. Il faut que tu viennes. Il
faut que tu viennes, je veux gagner la course avec l'Audi. Ben, il me dit, je te donne tous les moyens. J'ai tout de suite compris qu'avec Audi Allemagne, ça ne marcherait pas, parce qu'il n'avait pas les ingénieurs qui comprenaient les définitions de liaison au sol que je voulais moi. Donc on a été dans une équipe de Fred Stalder à Annemasse, une équipe de circuit avec des ingénieurs circuit. Et on a commencé à travailler sur l'Audi et on l'a rendu ultra performante sur l'asphalte. Et on faisait des tests en Corse, sur une route fermée depuis 3 semaines avec Audi. Moi j'avais mes temps de référence, je savais qu'avec cette voiture, si tant est qu'on puisse dire qu'on va gagner une course, entre guillemets, quoi. Mais je savais qu'en termes de performance, on allait être là. Et la dernière montée, du dernier jour des essais au bout de 3 semaines, il y a une mésentente entre le bas et le haut. Il me laisse descendre un camion en sens inverse. Aïe. Je me fracasse dans le camion. Je me réveille à l'hôpital 3 jours après. Je vois Alain au pied du lit. Je lui dis, vous là? Ben, il me dit, je suis là parce qu'il voulait te couper les pattes. Hein. Oh, 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 oh. Et je regarde mes jambes. Et je vois plein de trucs blancs qui sortent. Il avait interdit qu'on me touche. Hein. Et c'était les os qui sortaient. Hein. Oh. Donc je dis, bon, ça va pas le faire. Et il me dit, maintenant que tu es réveillé, on te fait transporter à Paris chez le professeur Le Tournel. Et ça a duré 18 opérations pour me réparer. Mais je savais dès cet instant que ma carrière était finie. Plus de sensibilité dans la jambe droite, beaucoup de problèmes de réactivité, de réaction rapide. Je savais que c'était mort. Donc, comme c'est brutal un accident, j'ai accompagné la carrière un peu en faisant le trophée Andros et tout ça. J'ai fait le Tour de France avec une 0,37 où on fait quand même un podium. Mais je savais que c'était mort, quoi. J'étais hors du coup. Mon plus gros regret, c'est ça. Parce que, en fait, je n'ai pas pu finir ma carrière comme je l'aurais souhaité avec Audi. Parce qu'avec Audi, on aurait fait des grands trucs sur l'asphalte. Parce qu'ils avaient des formidables pilotes de terre hein, chez Audi. Hein. Rorl, Nicolas, Michel Mouton, formidables pilotes de terre. Très honnêtement, sur l'asphalte, c'était pas ça. Hein. Vraiment pas. Hein. Parce que moi, je faisais tous les essais avec Rorl, hein, chez Audi. Sur l'asphalte, et même avec toute la réputation qu'il a, il n'était pas à mon niveau hein, sur l'asphalte. Hein. Vraiment pas. Hein. Sur la terre, oui, mais pas sur l'asphalte. Et on en aurait fait une auto capable de tout gagner. Je te le disais en off, quand je pense à toi, il y a 2 images qui me viennent. Je te le disais, la première, c'est Jacques Chirac qui te remet la Légion d'honneur en 94. Ah là, on attaque dans le dur. Hein. Oui, mais j'imagine que pour toi, pour l'homme de droite, on va le dire que tu es, Jacques Chirac qui te remet la Légion d'honneur, ça devait être quelque chose. Est-ce qu'il t'a déjà proposé un poste, je ne sais pas, de ministre, de secrétaire d'État ou autre? Alors, mais c'est pas venu comme ça. Hein. Un jour, je reçois un coup de téléphone de Roussin, son chef de cabinet, que tout le monde connaît, hein, qui me dit ouais, Michel Roussin, je suis le collaborateur de Jacques Chirac, le patron veut vous voir. Me voir. Ouais, j'y vais. Ouais. Voir. Et il me dit j'aimerais bien, si vous l'acceptez, que vous soyez à côté de moi pour remettre des coupes aux enfants des écoles, parce que vous avez une singularité. Il n'était pas... C'est terrible toute cette époque, parce qu'il n'était pas contre la vitesse. Non. Mais pour la sécurité routière. On a un peu de temps pour expliquer tout ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que là, j'ai vécu des grandes choses. Hein. Lorsque je vois avec quelle fureur, parfois, on traque l'automobiliste, au lieu de traquer les gangsters, en mettant des forces de l'ordre, d'ailleurs, de grande qualité, qui sont les nôtres, sur les routes ou sur les autoroutes, pour verbaliser avec un matériel moderne, des radars, et ceci simplement pour empêcher que les gens aillent au-delà de 120 ou 130 km à l'heure. Eh bien, je dis, on ferait mieux d'utiliser ces forces et ces moyens à renforcer ce qui est indispensable, oui, la sécurité dans les grandes villes ou dans les campagnes, et de laisser tranquille ce malheureux automobiliste qui est le support d'une industrie qui par ailleurs va mal et que l'on aurait bien raison d'encourager. Il me dit, je voudrais démontrer au monde entier que la vitesse n'est pas dangereuse et vous en êtes la preuve. Vous gagnez quasiment toutes les semaines et vous n'avez jamais d'accident. Donc ça c'est la preuve. On peut être ultra performant, aller vite et être en pleine sécurité. Ça c'était dans sa tête. Hein.
Mais l'argument, il est recevable. Hein. C'était la vérité. Alors, il pensait que ça venait de la formation, que ça venait de l'examen du permis de conduire. Non, il pensait que ça venait d'une méconnaissance de l'ensemble du système. Le permis de conduire, comment dirais-je, la pédagogie initiale, enfin, un tas de choses. Et là, je commence à travailler avec lui. On remet les coupes aux enfants des écoles, tout se passe bien, etc. Et puis, évidemment, petit à petit, on finit par avoir des très bonnes relations. Et un jour, avec Guy Drut et Henri Boério, d'ailleurs, il nous dit « Je voudrais que vous restiez dans la famille et je ferai de vous des députés et des ministres. » C'est surréaliste. Hein. Et moi, je le regarde, je lui dis « Mais monsieur, vous vous rendez compte ? Si moi, Bernard Darniche, moi je me connais, hein, moi je sais qui je suis. Hein. Si moi, je suis député, comme vous le dites, et ministre après, mais c'est une catastrophe pour la France. Vous vous rendez compte la teneur que ça prend aujourd'hui, ça ? Quand on voit les guignols qu'il y a à l'Assemblée nationale, et que moi j'ai dit à M. Chirac, parce que honnêtement, sans vouloir me survaloriser, je pense d'un niveau supérieur à ce que je vois à l'Assemblée nationale. Vraiment. Même si je fais preuve d'exubérance même. Franchement. Et cet homme qui me dit ça, et 50 ans après, je me dis, mais c'est lui qui avait raison. Et quand je lui ai dit ça, il a éclaté de rire. Et il me dit, mais, M. Darniche, il y a 80% des députés à l'Assemblée qui sont beaucoup plus cons que vous. Hein. Il a éclaté de rire. C'était Chirac. C'est Chirac. Mais j'ai passé des moments merveilleux avec lui. Même si j'ai été... En fait, je n'ai pas été en contradiction avec lui. J'ai été en contradiction avec les gens qui l'entouraient. Contradiction forte. Monsieur De Villepin, par exemple. Pourquoi ? La sécurité routière, tout ça, c'est lui. Hein, avec les restrictions, les radars automatiques et tout ça. Tout en sachant, tous ces gens savaient très bien que, quoi qu'ils fassent, que la sécurité routière, avec l'avancée incroyable des constructeurs sur le travail, sécurité active et passive sur les véhicules, l'arrivée de la médecine d'urgence toujours plus performante, l'arrivée massive des autoroutes, les chiffres de mortalité sur la route seraient en chute libre, sans qu'ils fassent rien. Mais pour cristalliser leur présence et leur travail, il fallait inventer un concept. Et le concept était les radars automatiques. Et j'ai travaillé là-dessus avec monsieur le préfet Bartol, qui était en charge du dossier des radars automatiques. Quand on s'est rendu compte que ce n'était pas pour réguler une circulation, mais simplement pour inventer un concept fiscal en plus, parce que c'est pas autre chose que ça quand même. Hein. Je me suis les radars ont eu des résultats quand même sur les... Aucun résultat. Aucun résultat. À force de raconter des mensonges, on n'en fait pas des vérités. Hein. Parce que les chiffres sont têtus quand même. En Allemagne, pour 20 millions d'habitants en plus, avec des limitations de vitesse réalistes. Quand je dis réaliste, ça veut dire respectable. Respectable. Ils ont quand même 1000 victimes en moins que nous. Ça, c'est factuel, ce sont des chiffres. Donc ça veut dire que la vitesse à des endroits précis, d'ailleurs j'ai eu des débats, je me rappelle d'un débat sur Canal+, avec M. Apathy, monsieur je sais tout, qui me regarde, qui me dit, mais M. Darniche, c'était dans une émission de Canal+, Le Grand Journal, qui me dit, mais vous ne pouvez pas nier quand même que la vitesse tue. Je lui dis, évidemment qu'elle augmente le risque de se blesser gravement. Mais je lui dis, alors expliquez-moi, M. Apathy, pourquoi l'endroit où on est autorisé à rouler le plus vite, c'est là où il n'y a pas d'accident, à savoir les autoroutes. Parce que les chiffres sont têtus. Hein. C'est une centaine de morts, 100, 150 suivant les années sur les autoroutes, par rapport aux millions de kilomètres parcourus, ça veut dire peanuts. Et en plus, les gens qui ont des accidents sont des gens qui s'endorment. Ils ne sont pas dus à la vitesse. C'est irréfutable. Hein. Mais on entend tellement de mensonges que les gens prennent ça pour des vérités. C'est là où le drame, il est absolu. Hein. Justement, je me souviens, j'ai une interview où tu parlais plutôt de sérénité. Oui, routière. Moi, la sécurité ne m'intéresse pas. Je voudrais une mobilité sereine et durable. Voilà. Sereine pour tout le monde. Mobilité sereine et durable pour tous. Voilà, tout ça. Voilà, c'est assez simpliste hein, comme concept, mais il me paraît être judicieux. Parce que la sérénité amène
de fait la sécurité. C'est irréfutable. Tu penses qu'il y a trop de répression actuellement? Il y a surtout trop de règles qui ne sont pas respectables. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour voir que si on veut comprendre l'environnement de réglementation sur une route, il faut être arrêté, quoi. Il faut être à pied. Parce qu'en roulant, on ne peut pas tout à peu. Les limitations changent sans arrêt. La chose la plus incongrue pour moi, mais complètement folle, maintenant, depuis un certain temps, ils mettent des stops qui vont à l'encontre du flux naturel des voitures. Il n'y a pas plus dangereux. Alors, bien entendu, pour les gens du coin, ils savent qu'il y a un stop. Mais celui qui vient d'Amérique du Sud ou d'Europe du Nord, où leurs réglementations ont du sens. Jamais on mettra un stop à l'inverse du sens naturel de circulation. En Allemagne, ça n'existe pas, ça. Eh bien, forcément, on se fait piéger. Parce qu'on ne peut pas exiger que tous les gens comprennent tout instantanément. C'est trop. Il faut des règles simples, réalistes et respectables. Par contre, en Allemagne, quand on ne respecte pas une règle, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu. Parce que là, on ment. Et là, ça tape fort. Parce qu'il y a une police de la route qui regarde plus le comportement des gens que la vitesse des gens. Et au moins, ça, c'est intelligent. Moi, j'aurais voulu que ce soit comme ça en France. Mais bon, quand on est parti sur une logique, c'est un débat sans fin. Mais quand on voit les incohérences des gens qui nous gèrent dans tous les domaines, on se dit, mais mon Dieu, où est-on, quoi? Où est-on? En fait, la route, c'est la cristallisation de toutes les incohérences d'une société. Tout à fait. Alors, on rappelle que la sécurité routière était l'une des priorités de Chirac lors de son mandat présidentiel. Conseillé par des gens de mauvais augure. Mal conseillé, tu penses? Mal conseillé. Deuxième image dont je te parlais, c'est toi, magnifique, bien entouré, Mireille Darc à gauche, Alain Delon à droite. Alors raconte-moi ce truc incroyable. Ça aurait pu être pire, hein. Ouais. Alors on rappelle à cette époque-là, c'est dans les années 80, j'allais dire. Je me souviens que Alain Delon, c'était la méga star que l'on connaît. Il veut diversifier un petit peu ses affaires. Et puis donc tu vas rouler sur une voiture sponsorisée par les parfums Alain Delon. Oui. Je crois que c'est ça, hein, si je me souviens bien. En fait, M. Chardonnay avait un accord avec les producteurs de cinéma, et il fournissait en particulier pour les films d'Alain Delon la plupart des voitures. C'était des Lancia. Donc de fil en aiguille, on devient très proche avec Alain, vraiment très proche. Et je me rends compte finalement que c'est un garçon d'une accessibilité mais incroyable, quoi, d'une simplicité incroyable. Moi à l'époque, quand il avait son appartement, son triplex, avenue Quai du Point du Jour à Paris, un énorme appartement. Il avait son chauffeur qui faisait cuisinier, qui faisait tout. C'était l'ancien catcheur Lange Blanc. C'était des potes, quoi, enfin. Et j'ai passé des moments merveilleux. Alors, il me disait ce soir, « Oh, putain, on reste pas à la maison. On va bouffer au restaurant, » il me disait. Ouais. « Et tu y vas avec Alain ou avec Delon ?» Si c'était avec Alain, personne ne s'en rendait compte parce qu'il ne mettait pas la machine médiatique en route. Si c'était avec Delon, quand on arrivait au restaurant, il y avait 15 photographes, donc c'était le bordel. Mais c'était marrant. J'ai même visité un mondial de l'automobile avec Alain, non pas Delon. Personne n'est venu nous voir. Hein. Tu dis qu'il y a Alain et il y a Delon. C'est deux personnages différents. Totalement différents. C'est-à-dire, tu peux expliquer? Quand c'était Alain, c'était le pote, anonyme. Et quand c'était Delon, c'était la superstar. C'est celui dont il parlait à la troisième personne, quoi. Exactement. Mais il téléphonait à une agence de presse pour dire qu'il allait bouffer à tel restaurant. C'était le bordel instantanément, quoi. Enfin, Comment ça s'est... Tout ça, c'était orchestré. Hein. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être avec la famille, quoi, avec Alain, avec Mireille. Vraiment, c'était une... Justement, j'allais te parler... Dis-nous un mot sur Mireille, parce qu'on a tous eu une passion vraiment, pour Mireille Darc. C'était une anti-star, complète une anti-star, d'une simplicité. Et un jour, elle me dit, c'était Robert Pourret, donc le réalisateur de « Je vais faire un film et tout ». J'ai dit, ce serait quand même bien que tu fasses avec nous un petit coup dans le film. Le scénario, machin. Et d'un seul coup, c'est la Stratos dans le film. Le film, c'était Les Ringards, un film de Robert Pourret. Il y avait Aldo Massione, Mireille Darc, Charles Gérard. Et la vedette, c'était la Stratos.
qui cette Stratos allait m'être volée par Aldo Mazione sur le circuit Paul Ricard. Des ringards, hein, le film. Pour aller faire un hold-up. D'accord. Il y a mieux, hein, comme facile scénario. aperçu, hein. Oui, bien sûr. Et donc, effectivement, je fais le film avec eux. J'ai passé tout le tournage avec eux. C'était un truc de fou. C'est tellement parce que Mazione, il est comme ça toutes les minutes dans sa vie. Hein. C'est crise de fou rire sur crise de fou rire. Hein. Donc, j'ai passé un moment merveilleux. Moi, j'ai eu des moments. C'était des espèces de parenthèses dans ma vie, dans un autre monde, qui m'ont vraiment. J'ai été séduit, mais comme en même temps, j'ai pas cette espèce de. Je vis pas comme. J'ai jamais vécu, moi, dans ce monde de stars que j'aime, mais c'est pas moi, quoi. Donc, quand la période est passée, j'ai eu le tort, sûrement, peut-être ou pas, j'en sais rien, de ne pas continuer à les voir régulièrement, etc., parce que je suis pas de ce monde-là, quoi. Mais je l'ai regretté, vraiment. J'ai regretté de ne pas pouvoir voir Alain à la fin. J'ai pas osé le rappeler. Pourtant, j'en ai parlé souvent à Paul Belmondo. Je lui ai dit qu'il le voyait souvent. Je lui ai dit, dis-lui Alain que je regrette qu'on se voit plus et tout. Et Alain disait à Paul, mais putain, mais qui m'appelle, qui vienne me voir. Enfin, c'est de la timidité, quoi. Je sais pas comment je suis fait. Il y a des moments, hein. Mais bon, c'est comme ça. On va en venir aux voitures actuelles. Alpine a fait son retour. Quelle est ta vision sur les Alpines, les nouvelles Alpines? Ah ben c'est une super auto. Hein. Alors, ça c'est aussi une aventure, c'est une aventure compliquée pour moi, pour ne pas dire difficile. Quand M. Carlos Tavares a pris la décision de relancer la marque, j'ai été intégré à l'advisory board d'Alpine. Ah, il y avait du monde, hein. On rappelle qu'il y avait... 40 personnes. Voilà, c'est ça. Les plus grands ingénieurs, designers, enfin tout le gratin de Renault. Et je me retrouve là au milieu, lignard au milieu des premiers de la classe. Et M. Tavares me dit, Bernard, je veux que tu me dises ce que tu auras dans les tripes, ce que tu vois, sans détour. Parce que les autres, je sais qu'ils vont me dire ce que j'ai envie d'entendre. C'est comme ça que ça se passe dans les grosses boîtes. Hein. Surtout que M. Tavares, c'est pas un tendre. Hein. Il était hyper craint. Hein. Et je me retrouve là au milieu, je donne plein de... Bref. Et il y a eu une première version. Pour moi, c'était une Renault, c'était pas une Alpine. Moi, je le dis à Tavares, c'est une Renault, magnifique, mais c'est une Renault. Mais il me dit, c'est quoi pour toi une Alpine? J'ai dit, pour moi, une Alpine, c'est 2 chiffres. C'est 50 000 euros, 1000 kilos. Avec ces 2 chiffres, tu ne peux pas faire une grosse voiture, tu ne peux pas y mettre autrement que des pièces de série, tu ne peux pas mettre de carbone, tu fais une Alpine. Petite, hein, équilibrée, tu fais une Alpine. Et il y a un designer chez Renault qui est d'une discrétion incroyable, mais qui est d'une efficacité et qui a un talent fou, c'est Anthony Villain. C'est le seul avec qui j'ai pu parler chez Alpine. Vraiment. Parler, mais comment dirais-je? Parce qu'il était rentré dans les gènes Alpine. C'est le seul, hein, il n'a pas 36. Hein. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Mais lui, au moins... Et puis, quand Tavares est parti de chez Alpine, ça s'est gâté pour moi. Parce que j'étais un peu proche de M. Tavares, quand même. Donc, j'ai senti que ça se gâtait, quoi. Enfin, que j'étais là, mais sans plus être là. Enfin, bref. Jusqu'au moment où ils ont présenté l'Alpine, telle qu'elle est, à Monte-Carlo, aux essais-presse à Aix-en-Provence. Et là, j'ai eu un choc quand même, incroyable. Mais c'est outrancier ce qu'ils m'ont fait. C'est inqualifiable. Greg Alifi, C8, qui est un véritable passionné connaisseur de l'automobile, hein, il me dit, Bernard, il faut qu'on fasse un sujet sur l'arrivée de la nouvelle Alpine A110. On va prendre une Alpine de série, l'ancienne, la 110. On va aller faire des images, vallée de Chevreuse et tout au volant. Et mardi, tu viens avec moi à Aix-en-Provence, je vais refaire des images de toi dans la nouvelle Alpine. Et il s'est entendu dire au téléphone de la part de la presse d'Alpine, mais Bernard Darniche, on ne connaît pas, il n'a pas de carte de presse, donc il ne pourra pas monter dans une voiture. C'est inqualifiable.
pour faire un publi-reportage sur la marque Alpine. Hein, Ouais, je comprends. parce que c'est un publi-reportage. Ça s'appelle comme ça quand même. Hein, Oui, oui, bien sûr. parce que évidemment qu'on on ne disait qu'on n'était que dithyrambique. Hein, Mhm. évidemment, parce qu'elle le mérite. Parce que c'est une voiture extraordinaire. Mhm. C'est un concept extraordinaire. Et ça n'a fait que est arrivé Monsieur Rossi, qui m'a dit qu'il voulait qu'on se voie, et on ne s'est jamais vu. La seule fois où il m'a invité, où il y avait Monsieur Dimeo et tout, c'était la présentation de la première F1 Alpine. J'ai vu que j'étais marginalisé. Aux hommages j'ai eu un deuxième choc. Aux hommages de Jean Redley à Dieppe. Monsieur Rossi était là. À la fin de la journée, il s'approche de moi et me dit quand même que je t'avoue un truc, je ne pensais pas que la marque Alpine avait une cote d'amour aussi forte. Directeur général Alpine qui me dit ça. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas gagné. Hein. Quand le patron n'est pas conscient de la puissance de sa marque, il y a un petit problème quand même. Hein. Même si on peut admettre que dans l'automobile, ce soit extrêmement bénéfique qu'il y ait des gens de l'extérieur à ce monde-là viennent, mais à ce point-là, ça me paraît invraisemblable. C'est impossible. Et on s'est rendu compte, après, avec toutes les conneries qu'il a fait à la F1 et partout, quand on dit à monsieur pilote espagnol, Alonso, casse-toi, quand on dit à Piastri, casse-toi, on se dit, il y a un truc qui colle pas, quoi. Enfin, il y a un truc qui colle pas. Il est à côté de la plaque. Et quand on se rend compte que son seul intérêt, c'était de passer à la télé, montrer qu'il était le patron de l'Alpine F1, c'est pas ça. Alors, d'une façon un peu neuneux de ma part, je me suis dit, lui étant parti, je vais revenir un peu chez Alpine. Parce que mon idée, c'était pas du tout de prendre la place de chez quelqu'un de chez. J'en ai pas ni cette prétention, ni la compétence. Mais au moins, être là pour rappeler l'histoire de la marque, puisque j'en suis comme Jean-Pierre Nicolas. Il n'y a plus que lui, vivant, puis Jean-Claude Androuet, mais il était déjà parti quand on a été champion du monde en 1973. Témoin vivant de la seule valeur de cette marque, à savoir son histoire. C'est la seule valeur de la marque Alpine, l'histoire. Ce qui fait vendre une voiture, ce qui pousse les gens à venir en acheter une, c'est s'acheter un morceau d'histoire. Et que les gens ne le comprennent pas. Chez Alpine, ça me pose un vrai problème. Alors, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, complètement. Mais j'ai eu la chance de travailler pendant un certain nombre d'années pour M. Cho, qui était le chairman de Toyota au Japon. Plus important que le Premier ministre. Hein, où je leur ai amené un concept des centres autocampus au Japon. Et je me rappelle cet homme qui était... d'abord, la politesse et la culture japonaise, c'est presque antinomique avec ce qu'on constate en France. Avec le wokisme ou tout ce qui est le passé, on ne veut plus entendre parler, enfin bref. Je me rappelle un jour, il me raccompagne avec l'interprète et il me dit, il faut que je vous dise une chose, bonne relation avec lui. Il me dit, heureusement que les constructeurs institutionnels et historiques n'ont pas conscience que la seule valeur de leur marque, c'est leur histoire. Et les Godluro chez Alpine, à côté de la plaque, je me suis dit, il y a un problème quand même. Hein. Et quand on regarde l'histoire de Porsche, qui ne travaille que sur son histoire, parce qu'eux ont conscience que leur seule valeur, c'est l'histoire. Et quand je parle avec Jackie X, qui est toujours intégré chez Porsche, et je me dis quand même chez Alpine, je suis pas alors peut-être que je me vois pas, mais je suis peut-être complètement à la ramasse et en mauvais état, mais quand même pour être le témoin vivant d'une époque qui a fait l'histoire de cette marque, je comprends pas quoi. Je comprends pas. Non seulement il ne m'intègre pas, mais il me rejette. Je n'ai jamais pu boire un café. Qu'est-ce qui les gêne chez toi? Mais je ne sais pas. Non, je ça n'ai y est. jamais pu boire un café, ni avec M. Rossi quand il était là. Je lui ai demandé des rendez-vous. Hein. Le seul qui m'avait accordé un rendez-vous à peu près 3 jours avant qu'il soit dans le tourbillon, c'est M. Ghosn. J'avais un retour de rendez-vous. Il voulait qu'on se voie en tête-à-tête, parce que j'ai quand même des questions à lui poser. Hein. Mais après, ça a été fini. Ça a été je n'ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ils ne veulent pas que moi. Ils n'ont jamais voulu voir Jean-Pierre Nicolas. Ils n'ont jamais... Jacques Chénis. Bah, Jacques Chénis, c'est différent. Il avait un peu claqué la porte. Oui, mais enfin, il a été patron des produits pendant 20 ans chez Renault. Oui, bien sûr. Et pourquoi il a claqué la porte?
Parce qu'un jour, il s'est permis, pour nous, Jean-Pierre Nicolas, moi-même, Jean-Luc, pas Jean-Luc, mais lui-même, il a envoyé un mail à la direction générale en disant « Mes pilotes et moi-même, on voudrait acheter une voiture au prix que je connais, c'est-à-dire de l'usine. » On a reçu un retour de mail en nous disant « Exceptionnellement, on vous accorde une remise de 5%. » Je comprends. Il nous aurait crié « Allez vous faire foutre », c'était pas pire. Franchement. Ouais, je comprends. Franchement. Et mon Alpine, je l'ai acheté tout seul, dans un coin, voilà. Mais c'est pas possible, quoi. Pour faire une Alpine comme j'aurais voulu la faire, les homologations à l'UTAC, c'est pas possible. Moi, j'aurais voulu faire une Alpine série spéciale championnat du monde 73 avec mes potes, parce que pourquoi le faire tout seul avec Jean-Luc Terrier, Jean-Pierre Nicolas, pourquoi pas Jean-Claude Androuet et moi-même, une Alpine rappelant le championnat du monde 73, mais une autre revue, quoi, avec une évocation. Une évocation, mais avec quelque chose avec comme une densité supérieure, pas un habillage comme ils ont fait. Hein. Quand je vois qu'ils ont sorti la Tour de Corse, peinte en jaune, Tour de Corse, année 1975. C'est l'année où je leur fais perdre un championnat du monde avec la Lancia. Pas un petit problème, là, quand même. Ouais, je comprends. On évoque une défaite en faisant une série spéciale. Mais on est dans quel monde, là? Je comprends pas, quoi. Enfin, ouais, je comprends. Ils auraient fait une évocation de cette Alpine avec Jean-Claude Androuet quand il gagne le Monte-Carlo, je veux bien le comprendre. C'est normal. Avec, je sais pas, moi, quand je gagne le Maroc, ou Jean-Pierre Nicolas quand il gagne la Corse, ou Jean-Luc Terrier l'Acropole. Mais aller faire des séries spéciales. Le Turini, par exemple, il faut une Turini. Le champion du Turini, qui c'est? C'est toi. Bah oui. Ils sont complètement, mais à l'inverse. Mais là où ils ont tort, c'est que eux ne le savent pas, mais leurs clients le savent. Parce que les clients d'Alpine, c'est pas des jeunes. Hein. Oui, c'est des passionnés. Et puis c'est des... C'est des jeunes, c'est des gens qui ont 55 balais au minimum. Ouais. Et qui sont attachés à la marque par son histoire. Bien sûr. S'ils se mettent dans la tête de vendre des Alpines à des jeunes de 23-24 ans, là, on va le faire. Ouais, c'est sûr. Parce que le jeune qui réussit financièrement, il veut que ça se voit. Il va acheter une Porsche, une Ferrari, mais pas une Alpine. Bien sûr. Tu as eu des amis dans tes collègues pilotes. Tu as eu des amitiés. Tu as eu... Ah ben... moi, mes deux frères, c'est Jean-Luc Terrier et Jean-Pierre Nicolas, hein, vraiment. C'était... Quand je suis rentré chez Alpine, il y a eu une fusion, hein, vraiment. Hein. Même si on était radicalement différents. Moi, j'arrivais là au milieu... je sortais des courses de vélo, je ne voulais pas boire de vin, je ne voulais pas faire la fête, je ne voulais pas trop bouffer, je voulais faire du sport. Mais ça n'empêche pas qu'on a fusionné, quoi. On était... j'ai une image en tête qui illustre bien... On rentrait du rallye du Portugal, je crois que c'est Jean-Luc qui avait gagné. On était assis dans l'avion, tous les trois, comme ça. Et à l'époque, on était payés en cash. Comme si on venait de faire un hold-up. On faisait le partage. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour les mécanos, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour les mécanos, etc., etc. C'était... Peu importe celui qui gagnait. C'était les trois. On était trois à gagner, quoi. Quelle vision tu as sur les pilotes d'aujourd'hui? Pas beaucoup, hein. Je les connais pas. Je les connais pas. T'en connais aucun? Ben, si, j'ai parlé à Ogier, qui est un garçon formidable, intelligent, comme je les aime, quoi, enfin, de dense intellectuellement, vraiment. Et mais j'ai parlé une fois à Sébastien Loeb, qui est très particulier. Pourtant, on est de Sainte-Maxime, hein, tous les deux. Hein. Mmh. Quelqu'un que j'admire beaucoup. Je les admire beaucoup, hein, en tant que pilote. Après, on a un décalage de génération qui fait que peut-être que c'est un peu compliqué, quoi. Mmh. Je ne sais pas. J'en sais rien. Puis je ne cherche pas non plus. Hein. Mais ce que je pense d'eux, c'est que c'est un autre domaine de difficulté que je ne peux pas complètement appréhender parce que je ne connais pas les voitures. Je ne connais pas les voitures. C'est un autre monde. C'est
d'autres situations. Ils ne conduisent pas la nuit, ou quasiment pas. Ils font des épreuves très courtes. Je n'ai pas de jugement, hein. Mais de toute façon, ce sont des très grands pilotes, hein. Tu es l'un des pilotes français les plus titrés, finalement. Si on repense à ce petit garçon né en Gironde, est-ce que tu aurais imaginé tout ça? Est-ce que tu aurais imaginé toute cette vie? Mais je ne l'ai pas fait exprès. Non, je suis d'accord, mais quelle vision tu as sur tout ça? J'ai aucune vision parce que je ne l'ai pas fait exprès. Parce que, excuse-moi, mais tu pars de loin quand même, hein. Je pars de très très loin. Parce que déjà... Mais c'est vraiment une bonne question, ça, philosophique. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été enragé avec le Covid. Parce que tous ces médecins nous ont menti. Ils ont commencé à mentir en me disant que j'allais mourir à l'hôpital Necker. Quand tu étais petit, hein? Pas vrai. On m'a interdit de faire du sport, j'en ai fait ma vie. Quand on a un premier mensonge comme ça, qu'on se prend en pleine gueule, on est un peu attentif à la suite après. Moi, quand ils ont voulu m'interdire de sortir parce qu'il y avait le Covid, remplir un papier de merde pour aller chercher ma baguette, j'étais hystérique. Tu l'as mal vécu, ça? Ah, j'étais hystérique. Je me suis pris la tête avec les flics parce que moi, je continue à faire du vélo le matin au lever du jour, hein, au mois de mars, hein, autour du parc de Sceaux. Il aurait fallu qu'ils me mettent en prison pour m'empêcher de faire du vélo autour du parc de Sceaux. Je me suis pris la tête avec eux parce que je leur dis, mais regardez ma gueule, j'ai 80 balais. Si vous m'empêchez de faire du sport, c'est vous qui allez me tuer. C'est vous qui allez me tuer. C'est pas le Covid, c'est vous. J'ai jamais voulu mettre un masque. Je ne vais pas m'empêcher de vivre parce que je vais avoir peur de mourir. C'est ma devise. Aujourd'hui, je fais du scooter dans Paris au milieu du bordel et tout. Et alors, c'est ma vie. Et personne n'a le droit de juger ma vie et ma façon de vivre. Personne. Et ce que je voudrais, c'est que les jeunes, ils se mettent dans cette logique. Arrêtez de nous casser les burnes, comme on dit. Laissez-nous vivre. On s'occupe du reste. Occupez-vous de ce... Non mais attendez, quand on voit qu'ils s'occupent de notre vie ou qu'ils ne s'en occupent pas, qu'ils ne viennent pas se mêler de notre santé et du reste, hein. J'en veux pas de ça. Mais au-delà de tout ça... Je disais, tu viens de loin quand même. Oui, je viens de loin, mais et en même temps, c'est peut-être ce qui a fait ma force, parce que quand on a le sentiment de ne pas être à sa place dans un milieu, pour plein de raisons, quand on passe 4 fois son permis, enfin bref, il y a plein de raisons objectives qui, dans mon subconscient, m'ont toujours dit « t'es là par hasard ». Et c'est vrai que j'étais là par hasard. Tu veux dire que tu as réussi à transformer tout ça en positif? Exactement. Et se dit « putain, tiens-toi à carreau, sois un tout petit peu plus précis, sérieux que les autres, parce que ça va pas durer, ça va pas durer, ça va pas durer, ça va pas durer ». Ça a été mon obsession. Ça va pas durer. Et pourtant. Et je m'en suis rendu compte, mais très tard après, j'ai pas de réflexion. Je suis pas plus. C'est pas un problème d'intelligence. C'est les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que chez moi, il n'y a pas une coupe, il n'y a pas une coupure de journal, il n'y a pas de souvenir, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est pas ma vie. C'est vrai que tu n'as jamais été dans le passé, quoi. C'est t'es pas dans ma le vie. présent, t'es dans le futur, Ma vie, mais c'est demain. Ouais, t'es pas passé. Je sais que j'ai une réunion avec le sénateur Blanc la semaine prochaine. C'est ça ma vie. C'est voir des gens nouveaux, des gens avec qui... avancer toujours. Voilà, avancer. Mais je crois que ça a été très positif pour moi parce que quand on a peur de perdre quelque chose, on se tient à carreau, comme on dit. Hein. On se tient vraiment à carreau, on s'y accroche, on essaie d'être un peu plus pointu, un peu plus sérieux, un peu plus... Et puis comme j'ai pas envie que ça s'arrête, mais j'essaie d'avoir une discipline de vie. Je vais avoir 83 ans dans 2 mois, 3 mois, peu importe. Mais ce matin, avant de venir, j'ai fait 3 quarts d'heure de home trainer avant de prendre le train à 4h30. Pas demain, puisque je suis là, mais après-demain, je vais aller faire 70 km en vélo à Longchamp. Peu importe le temps. J'essaie d'être en harmonie avec ce que je souhaite avoir comme atout pour pouvoir continuer un petit peu. En même temps, j'ai besoin de rien. Je suis très casanier, je ne sors pas, je suis chez moi avec ma... J'ai l'incroyable chance, parce que je crois que c'est la plus grande chance d'un être humain, c'est d'avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie de famille. J'ai une fille, évidemment, j'en ai qu'une, mais que j'adore,
qui est pour mon épouse. Mon épouse, on s'est connus, elle avait 16 ans, moi 17 ans. Hein. Quand je parle de vie de famille... Tu sais de quoi tu parles. Ma fille, qui est notaire, docteur en droit, qui était président de la Chambre des notaires de l'Essonne, c'est ma fierté. Et je trouve que tout ça, c'est l'aboutissement des efforts que j'ai faits et de la vie totalement inattendue que j'ai eue. Ça a au moins servi à ça. Tu as des petits-enfants? J'ai 2 petits-fils qui sont... Il y en a un qui est comme sa maman, qui est brillantissime, il a 22 ans, et il est en 5e année de droit. Il est numéro 1 de la fac de Créteil. Il est vraiment... il est comme sa mère. Et puis l'autre, il est comme moi, on est à côté du droit. On est plutôt de travers. Il a plongé dans l'automobile le jour où... Il a quel âge? Il a 24 ans. À l'âge de 12 ans, Mauro Bianchi et Jules sont venus à la maison dans le Var. Et il a entendu parler de l'automobile. Et il a compris d'où je venais. Je ne savais pas, hein. Jamais dit, moi. D'accord. Et là, d'un seul coup, il s'est dit, mais le kart, machin. On a fait 4 ans, on partait à droite, à gauche. Et en rentrant de Budapest en monoplace, dans l'avion, il m'entend parler avec un team manager pour me demander le budget l'année prochaine. Et je lui dis, je ne sais pas, j'ai compliqué. Et dans la voiture, en rentrant à la maison, Hugo me dit, mais papou, c'est toi qui payes? J'ai dit oui. Il me dit, on vient de faire notre dernière course. Je ne suis pas là pour que tu payes, ni moi. C'est pas mon truc. Hein. Donc, il a arrêté, mais comme ça. Hein. 8 mois après, 17 ans, le jour de ses 18 ans, on est une famille très conventionnelle. Le mari de ma fille, il était très haut placé chez Servier, pharmacien, enfin, famille plus que dense au niveau. Évidemment que Hugo n'a pas fait d'études, il ne voulait pas aller à l'école. Il a juste passé son bac en travaillant 1 mois et demi au talent, pour faire plaisir à sa mère. Et puis il nous annonce, bon, je m'en vais à Dubaï. J'ai tous mes papiers, je suis résident. On était affolés, nous. Hein. Je me doute, oui. Il s'en va à Dubaï. Et ça fait 5 ans qu'il y est. Il gagne un fric monstre. Il s'occupe de la promotion des casinos en ligne. Il a une centaine d'influenceurs. Incroyable. Ah, je suis fier de lui. Et puis d'une lucidité, il me dit, ça durera pas, ça durera, j'en sais rien. Tant que ça dure, je vis bien. Il avait trop chaud la semaine dernière, il nous appelle, il nous envoie une photo. Il était en Laponie parce qu'il avait trop chaud à Dubaï. C'est un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. Mais j'ai une famille formidable. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, là, spontanément, à la caméra? À ta fille et à tes 2 petits-enfants? Simplement que j'aime être avec eux. D'ailleurs, ils aiment être... Notre vie, c'est d'être ensemble. Hein. On a une maison dans le Var, qui est une maison qui peut recevoir la famille. Et on est bien quand on est ensemble tous. Quoi. Enfin, on a une toute petite famille, mais... très soudée, très unie, on s'entend bien. D'ailleurs, ma fille, je viens de recevoir un SMS, elle est partie à Dubaï voir Hugo pendant 8 jours, là. En fait, c'est ça le bonheur. Hein. C'est vrai, t'as raison. C'est aussi cucu que ça. Hein. C'est vrai, t'as raison. Moi, du moment que je peux faire du vélo, que je vois mes... Mon premier coéquipier, copain d'école, avec qui j'étais encore associé, puisqu'on a vendu notre concession automobile il y a 5 ans maintenant. Je l'ai vu la semaine dernière, c'est toujours les mêmes copains. Je ne suis pas dispersé. Hein. Je comprends. C'est peut-être un manque d'ambition, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Hein. Non, je comprends. Une dernière chose, t'as jamais voulu savoir pour ton père? Tu t'es questionné, parce que souvent on voit par exemple même... Je prendrai l'exemple des enfants abandonnés sous X, par exemple, qui recherchent parfois leurs origines, etc. Tu n'as jamais voulu savoir? Ça ne m'a jamais préoccupé. Et la dernière fois que j'en ai entendu parler, j'habitais à côté de Villes-la-Forêt à l'époque.
Je connaissais évidemment bien les gendarmes. Je croise les gendarmes qui me font des grands appels de phare et tout. Bon, je m'arrête, je fais demi-tour, je vais les voir. Ils me disent « Oh là là, monsieur Darniche, on a une mauvaise nouvelle, votre papa est décédé. » Ah, je lui dis « Ah bon, parce qu'il était vivant encore ?» Ils me regardent, ah ben, je suis pas moi. Alors, bien sûr, le juridique et tout ça, on me demande. Et c'est terrible parce que j'ai appris ce jour-là que j'avais une petite sœur, que mon père avait fait un faux en disant que je n'avais aucun lien de parenté avec lui. Ça va me le faire. Hein. Incroyable. Que certainement, puisqu'ils habitaient du côté de Pontcharrat, que ma petite sœur était venue me voir, parce que quand elle est Darniche, il n'y en a pas des milliers des Darniches, hein, que je ne savais pas que c'était ma sœur. Elle, on lui avait dit, ce n'est pas ton frère. Là, j'ai eu un choc quand même, vraiment. Ouais, je me doute. Ça m'a fait mal, vraiment. Et qui est morte dans un accident de mobilette, cette petite à 14 ans. Voilà. D'accord. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de mon père pour refuser l'idée même que je sois son fils. T'as aucune idée du pourquoi. Parce qu'il n'y a aucune explication possible, ni même plausible. Quoi. Enfin, j'ai jamais compris. Mais ça ne m'a jamais rendu malheureux. Hein. D'accord. En gros, j'en avais rien à foutre. Hein. Ouais, j'avais ma vie, ma famille, la famille de ma femme. Oui, puis je dis au contraire, ça t'a permis de te construire. Quoi. Tu t'es construit là-dessus. Non, puis j'ai eu ma grand-mère qui m'a... Oui. J'ai eu une grand-mère formidable qui a bien remplacé ma mère. Enfin, c'est un grand-père formidable aussi. Hein. Ouais. Non, c'est pour ça que quelquefois j'entends dire « Ah oui, mais machin, il n'a pas une mère et tout. » Je ne comprends pas. Ouais. On peut se construire dessus. Ah, mais il y a d'autres moyens de se construire. Hein. On peut transformer tout ça, ces accidents de la vie en positif. Moi, je crois, enfin, je comprends. J'en suis persuadé. Hein. Mais à condition d'avoir des buts dans le sport, dans les études, dans les arts, enfin, il faut avoir un objectif de vie, je crois. C'est avant tout. Hein, il me semble. Hein. Joli mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, Bernard. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Un objectif de vie juste avant de mourir, peut-être. Je dis ça vraiment. Je le dis, mais vraiment, parce que je le pense. Je ne regretterai pas de mourir parce que j'ai eu une vie formidable. Et je plains ceux qui ne peuvent pas dire ça. Il y a plein de gens qui vivent mal et qui, en plus, ont peur de mourir. Parce que c'est normal. Quand on a eu une vie de merde, c'est terrible. Toi, t'as kiffé. Ah oui, franchement. Mais aujourd'hui, là, je viens chez Louis, agent Renault. Ma vie a commencé chez un agent Renault à Étréchy, qui me prêtait une Alpine. Aujourd'hui, je suis chez Louis, un garçon magnifique qui a 33 ans, qui a monté cette belle petite affaire, qui se bouge le cul, qui va réussir. Je lui ai dit à midi qu'il allait réussir, parce que je le vois dans ses yeux. Ouais. Il a les yeux pétillants d'intelligence, ouais, il a les yeux ambitieux. Je suis d'accord. Il y arrivera. Eh ben, c'est pas ça la vie. Si, c'est vrai. Rencontrer des gens comme ça, des jeunes. Vous vous rendez compte, il a 33 ans, moi j'ai 83 balais, et on se regarde comme si on était potes. Et vous l'êtes. Merde, vous l'êtes. qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Bien sûr. Rien. Merci beaucoup, Bernard. Prends soin de toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Oh, surtout pour ma famille, pour mes petits-fils, voilà, ma famille. C'est le plus important. Merci pour tout. Puis j'espère te revoir bientôt quand même. Hein. Prends soin de toi, Bernard. J'ai un mot aussi. Ouais. Toi aussi, prends soin de toi. C'est gentil. Plus que moi. C'est gentil. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Bernard. Prends soin de toi et à bientôt.